aujourd'hui à l'Assemblée nationale pour rencontrer Sébastien Chenu. Il est député FN et aussi porte-parole du Front national. Sébastien Chenu, bonjour. C'est votre premier mandat à l'Assemblée nationale, donc comme beaucoup de députés dans cette nouvelle Assemblée. Ma première question va être toute simple. Qu'est-ce que vous pensez de cette nouvelle Assemblée qui a donc été beaucoup renouvelée et dont beaucoup de députés sont en premier mandat et donc issus de la société civile ? Alors, c'est vrai, cette Assemblée est très renouvelée, elle est féminisée également, elle est rajeunie, mais malheureusement, elle a les mêmes vieilles habitudes que précédemment. C'est-à-dire qu'on retrouve des réactions ou des réflexes un peu stériles, un peu sectaires lorsqu'il s'agit de laisser un peu de place à l'opposition et à la minorité, qui représente des millions d'électeurs. Eh bien, on a une majorité qui refuse, tout simplement. Et puis, on a aussi une majorité qui, je crois, est particulièrement, et c'est la première fois qu'on le note ainsi, très incompétente, qui n'a pas pris la mesure de son mandat de député, qui ignore tout du mandat et qui ne fait aucun effort pour pouvoir entrer dans son costume de député et pour défendre l'intérêt général. On a des gens qui défendent une somme d'intérêts particuliers, qui sont des lobbyistes de leur vie passée, mais qui n'ont pas pris en considération la nécessité d'enrichir le débat parlementaire, les textes, etc., en fonction de l'intérêt général et de l'intérêt supérieur du pays. Donc, vous voyez, il n'y a pas que des avantages. Mais est-ce que vous pensez que le problème aussi, c'est pas que vous n'ayez pas réussi à avoir suffisamment de députés pour constituer un groupe à l'Assemblée nationale et que du coup, vous n'avez pas assez de pouvoir pour être suffisamment audible à l'Assemblée ? Oui, alors nous sommes victimes d'un mode de scrutin qui est très injuste. Nous représentons des millions d'électeurs et nous avons 7 députés. Les communistes, les Modem et d'autres encore ont fait beaucoup moins de voix que nous aux élections législatives, mais ont beaucoup plus de députés. Donc le mode de scrutin nous désavantage, c'est pour ça que nous plaidons pour un scrutin qui soit la proportionnelle, intégrale, qui permettrait à l'ensemble des courants de pensée de ce pays d'être justement représentés à l'Assemblée nationale et donc de pouvoir constituer un groupe, parce que nous avons une double peine en fait. Première peine, un mode de scrutin injuste, et deuxième peine, quand nous faisons élire des députés, quand nous réussissons à les faire élire, eh bien on nous empêche de les retrouver en format de groupe de députés, c'est-à-dire de nous regrouper à partir de 10, puisque le cliquet est à 15 et que nous avons demandé à le baisser à 10, ça a déjà été baissé pour d'autres les années précédentes, et ça nous est refusé également. Donc vous voyez, nous avons une double peine. Mais même à 10, là, vous ne pourriez pas les avoir les 10. Enfin, vous êtes 7, donc il vous en manque 3, même 10, ça ne serait pas utile pour vous. Alors, 7 et 3, ça fait 10, vous avez raison de le rappeler, mais 3, c'est atteignable pour nous. C'est un objectif qui est atteignable. Nous avons des collègues avec lesquels nous parlons, avec lesquels nous avons des visions communes et sur lesquels nous pouvons nous entendre. On peut déjà parler de Nicolas Dupont-Aignan, qui peut-être, pourrait être intéressé par l'idée de faire un groupe avec nous. On peut parler d'Emmanuel Ménard, on peut parler de Marie-France Leroux dans le Vaucluse, enfin, et puis peut-être d'autres encore, des parlementaires avec lesquels on a des convergences de vues. Mais à 15, c'est effectivement, la marche est trop haute pour nous, alors qu'à 10, c'est possible. Mais du coup, comment est-ce que vous arrivez à vous rassembler avec d'autres alors qu'on voit qu'aujourd'hui, au Front National, vous avez des divergences au sein même de votre parti ? Florian Philippot a quitté le parti en septembre. En octobre, Marine Le Pen, elle était l'invitée de l'émission politique. Elle a été interrogée sur le sujet de l'euro, notamment. On a vu qu'il y avait un grand flou autour du sujet de l'euro. Aujourd'hui, on ne sait plus si le Front National veut quitter l'Union européenne et si le Front National est pour ou contre l'euro. Alors vous, qu'est-ce que vous en pensez et quelle est la position du Front National à ce sujet ? Alors là, il y a beaucoup de questions dans votre question. La première, c'est que nous n'avons pas de division. Chez nous, nous sommes réunis autour de Marine Le Pen, qui est notre présidente et qui sera candidate, élue ou pas par les militants d'ailleurs, mais enfin qui sera candidate à sa propre réélection. Je note que dans d'autres partis, dans d'autres mouvements, les divisions sont beaucoup plus fortes. Chez les Républicains, il y a carrément 2 groupes à l'Assemblée nationale. Après, sur nos positions. Nous, on a compris que notre position sur l'Europe, effectivement, n'avait pas été comprise. Mais c'est surtout la position sur la sortie de l'euro qui n'a pas été comprise. Les Français sont méfiants de l'Union européenne, même s'ils sont attachés à l'idée d'être européens eux-mêmes. Nous, ce que nous leur proposons, c'est de retrouver leur liberté, c'est-à-dire reprendre la main sur leur souveraineté, c'est-à-dire sur leurs frontières en premier, puis sur leurs lois, faire en sorte que les lois françaises soient supérieures aux lois européennes, et ensuite une autre Europe se dessinera, évidemment, car si la France retrouve ses frontières et ses lois, ce sera pareil pour les autres, et alors nous pourrons aller tranquillement vers une nouvelle souveraineté monétaire, c'est-à-dire non pas revenir en arrière, non pas revenir au franc, mais continuer l'histoire, comme nous l'avons fait d'ailleurs durant les 30 ou 40 dernières années. Je rappelle que la France a changé 3 fois de monnaie sur les 50 dernières années. Donc vous avez changé un peu d'opinion à ce sujet-là, parce que vous avez parlé des francs à un moment.
Mais vous avez parlé surtout là des divisions au sein des Républicains. Du coup, ça nous amène à parler de Laurent Wauquiez, qui donc se présente à la présidence du parti. Laurent Wauquiez, il prend de plus en plus de place dans le débat politique actuellement, et on sent qu'il a de plus en plus de positions qui ressemblent un peu aux vôtres. Il parle de souveraineté nationale, il parle d'immigration, etc. Et du coup, on se demande s'il n'est pas un peu en train d'aller sur un terrain qui est le vôtre, à un moment où peut-être le Front National faiblit un peu plus, où Marine Le Pen est un peu moins audible que pendant la campagne. Donc est-ce que ça vous fait pas peur, et est-ce que vous vous demandez pas s'il est en train de prendre votre terrain? Non, d'ailleurs, vous savez, on nous fait le coup à chaque fois. C'est-à-dire qu'on nous a dit il y a quelques mois que c'était Mélenchon qui prenait notre terrain. Maintenant, on nous dit que c'est Laurent Wauquiez. Donc, toutes les semaines, il y en a un nouveau. Mais je note qu'il n'y a pas beaucoup de sincérité dans tout cela. Laurent Wauquiez, vous savez, il a défendu les traités européens. Il a fait partie de gouvernements soumis à l'Union européenne. Et il continue d'être dans un mouvement politique. En tout cas, il brigue la présidence d'un mouvement politique qui est soumis à l'Union européenne. Alors, il a changé d'avis? Non, mais il a un discours de campagne. Il a un discours pour séduire parce qu'il sait que ses électeurs sont très sceptiques sur l'Union européenne. Et puis, lorsqu'il arrivera aux manettes, comme d'habitude, eh bien, les Républicains feront le contraire de ce qu'ils ont dit pendant les élections. C'est-à-dire qu'ils se soumettront comme d'habitude. Mais vous ne pensez pas que c'est intéressant justement de vous rapprocher de cette droite-là, alors qu'à l'Assemblée, vous n'êtes pas très audible, comme vous l'avez dit. Vous ne pensez pas que c'est intéressant de vous rapprocher de cette droite-là pour justement créer une force d'opposition pour contrer justement le gouvernement? C'est pas intéressant de se rapprocher? Non, moi je ne crois pas à l'union des droites. D'abord, l'union des droites nous priverait de tas de gens qui ne sont pas à droite et qui votent pour le Front National. Le Front National est un mouvement qui n'est ni droite ni gauche. Je pense que ces clivages-là n'existent plus. Ces clivages-là sont dépassés. Le rapport qu'ont les gens est plutôt en termes de gagnants de la mondialisation, perdants de la mondialisation, le rapport à l'Union européenne, le rapport aux grands équilibres sociaux, mais plus en fonction de la droite et de la gauche. Mais nous sommes un mouvement qui rassemble des gens de droite et de gauche. Donc je vois pourquoi on s'allierait uniquement avec une partie de la droite qui est simplement une droite conservatrice. Nous ne sommes pas des conservateurs. Finalement, vous êtes comme Emmanuel Macron, c'est ni droite ni gauche. C'est ça, un petit peu, oui. On l'était avant lui. Donc en fait, vous voyez un nouveau clivage qui se met en place. On est plutôt dans une dynamique pro- et anti-européenne. Est-ce que finalement, l'enjeu des prochaines années, ce sera l'Union européenne et c'est plus la droite et la gauche? Donc est-ce que même à l'Assemblée, ce serait pas intéressant, pourquoi pas, de partager des idées avec même la gauche? Est-ce que vous ne voyez pas, par exemple, certaines prises de position qui sont les mêmes que les vôtres chez Jean-Luc Mélenchon? On pense par exemple à la question du drapeau européen dans l'Assemblée nationale. Est-ce que vous partagez cette idée, par exemple? Le problème, c'est que tous ces gens se découvrent soudainement eurosceptiques lorsque les élections arrivent. Jean-Luc Mélenchon, il a voté le traité de Maastricht, par exemple, il y a très longtemps. Moi, j'étais un jeune militant, j'ai distribué des tracts contre le traité de Maastricht. Donc, si vous voulez, ils se découvrent eurosceptiques parce qu'ils se disent que c'est peut-être le moyen d'exister politiquement. Mais ils font partie d'un même système. Et c'est vrai que je pense que le prochain clivage, c'est celui-ci. C'est de ceux qui croient en la suprématie de l'Europe sur la nation et ceux qui croient en la suprématie de la nation sur l'Europe. Et dans ces cas-là, on peut rassembler des gens de droite et de gauche. Emmanuel Macron le fait. C'est un point de convergence que j'ai avec lui. Il considère que le clivage droite-gauche n'existe plus. Et lui, il est européen, européiste, soumis à l'Union européenne. Il rassemble des gens qui pensent de la même façon. Nous souhaitons rassembler des gens qui pensent également de la même façon, mais parce que nous sommes eurosceptiques. Mais Jean-Luc Mélenchon, lui, sincèrement, il se découvre eurosceptique au moment des élections. Donc, il n'y a pas grand-chose à faire avec ces gens-là. On a le droit de changer d'avis. Vous, par exemple, avant de rejoindre Marine Le Pen, vous avez un petit peu dragouillé la gauche. Vous êtes allé frapper à la porte d'Anne Hidalgo. Non, pas vraiment, non. Non, pas vraiment. Vous lisez la presse, mais au lieu c'est pas ce que dit Bruno Julliard. Il dit que vous êtes... Oui, c'est ce que ça. Oui, vous lisez la presse, mais informez-vous plutôt que simplement de lire la presse. Non, il se trouve que j'avais des relations tout à fait cordiales avec Anne Hidalgo. Ça ne fait pas de moi un militant. Vous n'avez pas essayé d'être sur ces listes? Non, évidemment non. Mais en revanche, j'ai essayé de faire battre Nathalie Kosciusko-Morizet à la mairie de Paris. Oui. Donc je pense qu'effectivement, j'ai fait beaucoup d'efforts pour que Nathalie Kosciusko-Morizet soit battue. Donc avant, vous étiez à l'UMP, on le rappelle. Et vous avez là-bas créé le mouvement Gay Libre. Ouais. C'est donc un mouvement qui vise à défendre les droits homosexuels et LGBT en général. Vous avez quitté l'UMP en 2014. Est-ce que vous l'avez quitté parce que le mouvement s'est opposé au mariage pour tous? Non, ça ne se fait pas sur ces choses-là, c'est un long chemin. Moi, je n'ai pas quitté l'UMP pour une raison précise. J'ai quitté l'UMP pour une foultitude de raisons. D'abord, j'ai considéré que ces gens-là ne défendaient plus la France.
ne défendait pas la France. Moi, j'ai toujours été eurosceptique. Durant toute ma vie politique, j'ai combattu les traités européens. L'aspect conservateur de l'UMP, vous l'avez rappelé, évidemment, m'a refroidi. J'ai trouvé qu'il y avait une absence de débat total, que tout était cadenassé. C'était une sorte de tea party à la française. Et puis évidemment, tous les renoncements des politiques menés par Nicolas Sarkozy lorsqu'ils sont arrivés au pouvoir. Voilà, c'est une somme de choses qui fait qu'au bout d'un moment, je me suis dit, mais qui défend le mieux la France et les intérêts de la France? Eh bien, à mes yeux, c'est Marine Le Pen. Mais vous êtes du coup arrivé au Front National à un moment où il y avait quand même beaucoup de tensions à propos du mariage pour tous, et ça n'a pas été un problème pour vous de vous intégrer dans un parti qui était clairement contre, où il y avait beaucoup de militants qui étaient contre en tout cas le mariage pour tous, alors que vous aviez fondé Gay Libre, c'était pas un problème? Non, justement, j'ai trouvé beaucoup moins d'hostilité au Front National qu'à l'UMP. Moi, je viens d'un mouvement, l'UMP, vous l'avez rappelé, dans lequel il y avait Christine Boutin, Christian Vanès. Moi, je respecte toutes les opinions. Puisque j'attends qu'on respecte la mienne, je respecte les opinions. On peut être contre le mariage, ça ne me gêne pas, mais j'espère pouvoir moi-même développer mon opinion. Eh bien, au Front National, on ne m'a pas demandé de renoncer à ce que j'étais. Je rappelle que Marine Le Pen elle-même n'est pas allée manifester. Elle n'est pas allée manifester contre le mariage, elle a considéré que ce n'était ni sa place, et puis je pense que les questions de société doivent se régler par la société, à travers la société, en particulier à travers le référendum. Et j'ai trouvé aussi cette réponse au Front National. Et du coup, quel est votre avis aujourd'hui sur la PMA par exemple? J'y suis opposé, je l'avais écrit il y a très longtemps, créant Gay Libre. Moi j'étais pour un statut qui s'appelle mariage ou pas d'ailleurs. Je pense que ce qui est intéressant, c'est pas forcément le nom, c'est la capacité à donner les mêmes droits à des gens qui vivent ensemble, pour régler les problèmes du quotidien. Donc que ce soit le mariage, c'est très bien, mais ça pourrait s'appeler autrement, ça ne me gêne pas. Et c'est pour ça que ça ne me gênait pas quand Marine Le Pen défendait une autre forme d'union, parce que ça donnait les mêmes droits. En revanche, j'étais très hostile à la PMA, à la GPA, depuis le début. Je l'avais écrit d'ailleurs dans un certain nombre de journaux. Pourquoi? Parce que la PMA prive d'emblée des enfants de leurs ascendants, notamment de leur père, et ça je trouve que c'est un modèle qui me heurte terriblement. Et puis la GPA, c'est la porte ouverte à la marchandisation du corps, ce n'est pas non plus ma vision de la société. Donc vous êtes contre la PMA mais pour tout le monde, c'est ça qu'on... Oui, moi je suis hostile à la PMA, je considère que la PMA et la GPA de fait ne sont pas des moyens de pouvoir donner des repères rassurants à un enfant à venir. D'accord, donc en 2018, s'il y a une loi qui tente de passer pour la PMA, vous serez contre de toute façon. Oui, je ne voterai pas une loi pour la PMA. D'accord. Ouais. Et du coup, on se demandait quelle était votre définition de la tolérance en général. La tolérance, je pense que c'est un mot si mal employé, si mal utilisé, que la dernière fois que dans un dictionnaire ou dans une œuvre littéraire on parle de tolérance, on parle de maison de tolérance. Donc ça vous donne un peu une idée de ce que peut être la tolérance lorsqu'elle est mal employée ou mal utilisée. Moi je crois que la tolérance est souvent malheureusement un paravent derrière lequel se cache la bien-pensance, c'est-à-dire l'incapacité donnée aux autres de penser différemment. Et je n'aime pas qu'on se cache derrière des jolis mots pour essayer d'empêcher les autres de penser différemment. Alors quel mot vous mettez derrière la tolérance? Quel mot je mets derrière la tolérance? J'aimerais mettre la liberté plutôt que la tolérance. La liberté dépasse la tolérance d'ailleurs. Et la liberté, elle est valable dans tous les sens. Je vous pose cette question-là parce qu'en juin, quand vous avez été élu, il y a une journaliste donc, de Quotidien qui vous a suivi et donc elle vous interrogeait sur le fait que vous ayez été parachuté dans votre circonscription, ce qui veut dire donc en fait que vous avez été élu dans une circonscription dans laquelle vous n'habitiez pas avant. Et vous avez répondu donc dans une ville comme Denain, on accueille 1500 Roms et donc on pouvait bien accueillir un Picard. Et donc je me demandais si pour vous la tolérance s'appliquait plus à certaines minorités plutôt qu'à d'autres. Non mais c'est pas une question de tolérance, c'est une question de logique. Et quand on se présente pour être député, c'est un scrutin national. Donc on a le droit de se présenter partout. C'est la loi française. Donc j'aurais pu me présenter dans le sud, dans l'est ou dans l'ouest. C'est pareil, c'est un scrutin national. Il n'est pas question de tolérance dans ces cas-là. En revanche, accueillir 1500 Roms dans une ville de 20 000 habitants, ça pose des problèmes. C'est pas un problème de tolérance non plus, c'est un problème d'équilibre. Du coup, pourquoi l'interview s'est arrêtée si brutalement? Alors en fait, nous, on a voulu poser une question à Sébastien Chenu sur l'image du Front National et sur le climat un peu ambiant et les affaires de harcèlement sexuel au sein de la classe politique. Il faut savoir que dans les différents partis politiques, en ce moment, il y a plusieurs témoignages de harcèlement sexuel. Juste avant le tournage de l'interview, il y en a eu un au sein du FN en fait. Donc nous, on a travaillé avec un papier de l'Obs et à ce propos, on lui a posé une question. Sébastien Chenu n'a pas trop compris la question, il a cru qu'on lui parlait de deux autres affaires en cours qui n'avaient rien à voir avec ça. Du coup, il s'est énervé, il nous a demandé de quitter son bureau. Il nous a dit aussi que l'interview était biaisée, donc nous c'est vrai qu'on aurait bien aimé terminer l'interview.
On a traité Sébastien Chenu comme on traite tous les autres membres de la classe politique. On ne fait pas de différence entre la droite et la gauche, peu importe le parti. Et c'est vrai qu'on avait travaillé là-dessus avant, donc c'est dommage qu'on n'ait pas eu le temps de finir. On retournera à l'Assemblée nationale? Ouais, on y retourne très prochainement pour une autre interview.